Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, c'est le retour de la team Rousset après quelques semaines de repos, de pause. Eh bien, il est temps de se retrouver ensemble et pour animer cette émission, bien évidemment, Émeric, salut. Salut Jérôme, ça va? Ouais, très bien. Toi aussi? Bien reposé? Reposé. On a travaillé, on a regardé beaucoup de matchs. On a regardé du foot, ouais. On a regardé, enfin du foot, du vrai foot. Enfin, on sait pas. On verra. On va demander. Il y avait un ballon. On va demander à Laurent qui va venir nous rejoindre. Salut Laurent. Salut à tous les deux. Je le disais avant de passer au programme, est-ce qu'on a regardé du vrai foot ou pas? Est-ce que tu peux nous donner un indice sur ce que tu vas nous dire tout à l'heure? Ouais, je pense que tout le monde l'a évoqué, hein, ça a été un euro décevant. Voilà. Bon. On va se limiter à ça parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire ou sur les joueurs ou sur les entraîneurs. On va en parler dans quelques instants, mais avant cela, bien le programme, Émeric. Bon, effectivement, on va commencer par l'euro, un euro qui vient de se terminer avec la victoire de l'Espagne. On reviendra sur le contenu des matchs essentiellement avec le regard de Laurent. Pourquoi est-ce qu'on a ce sentiment d'avoir eu un euro décevant? On enchaînera avec la Ligue 1, là aussi pas mal de péripéties, un feuilleton pendant tout au long de ces vacances et qui est peut-être même pas encore terminé sur la répartition des droits télé. Qui va diffuser la Ligue 1 la saison prochaine? Combien faudra-t-il payer pour regarder les matchs de foot en France? Et puis on terminera avec les Jeux Olympiques. Ça commence le 24 juillet pour le tournoi de foot. Est-ce que l'équipe de France, qui pour l'instant dans les matchs de préparation nous fait plaisir, va remporter la médaille d'or? Oui, on parlera des filles aussi, hein, puisqu'il y a deux tournois. Il y a le tournoi féminin et masculin. Allez, avant de parler de l'euro, petit jingle pour lancer notre émission. Laurent, est-ce que tu as regardé un petit peu, tu as regardé les matchs, mais est-ce que tu as regardé tous les matchs? Est-ce que tu as regardé les matchs parce que c'était l'Euro, parce que d'habitude on regarde les matchs à l'Euro et à la Coupe du Monde, c'est par habitude. Voilà, je pense que c'est par habitude, parce que c'est quand même une grosse compétition dans un pays où il y a une passion pour le football. Donc tout ça a laissé entrevoir une compétition de qualité. Et puis c'est vrai je pense qu'on a tous vite déchanté, beaucoup de choses se sont dites. Mais malheureusement, ce sont des vérités, à savoir que ça n'a pas été un euro des plus plaisants. C'est pas un euro où il y a eu beaucoup de qualité. C'est pas un euro où il y a eu beaucoup d'animation offensive notamment. Voilà, je dirais un euro où quelques joueurs de notoriété étaient plutôt fatigués. Voilà, alors la conclusion de tout ça, je dirais, la victoire de l'Espagne me fait plaisir, parce que c'est quand même celle qui, du premier match au dernier, a eu quand même cette volonté d'aller de l'avant, d'être créative, de jouer, de créer, et puis qui surtout a maintenu, je dirais, son projet de jeu. Voilà, et je pense que pour ça, pour les amoureux du football, voir l'Espagne gagner est certainement ce qu'il y avait de mieux pour cet euro. Émeric, les audiences télé, c'est pas forcément top, hein. J'allais dire, plus on va avancer comme cela dans le football et plus on en reparlera également pour la Ligue 1 et les droits télé, hein. Il va peut-être falloir revenir un petit peu au sens du football et revenir faire plaisir aux téléspectateurs et aux supporters. Bah effectivement, quand on regarde les chiffres d'audience télé, c'est en baisse par rapport aux précédents euros, mais il y a effectivement ce que tu dis, la passion qui s'effrite un petit peu. On a l'impression qu'on s'ennuie. Alors pas que devant les matchs de l'équipe de France, hein. L'Angleterre, c'était un peu pareil. D'autres équipes également ont joué la défense. Didier Deschamps a créé des émules dans le football européen. Mais du coup, oui, on se retrouve avec peut-être pour moi un seul match qui est sorti du lot, c'était le Allemagne-Espagne, qui arrivait peut-être un petit peu trop tôt. Ça aurait peut-être dû être la finale, et une équipe, Laurent, tu le disais, une équipe d'Espagne qui était la seule qui a joué tous les matchs pour les gagner et qui a réussi à aller jusqu'au bout. Bon, l'honneur du foot est sauf, mais sur ces 15 jours, 3 semaines, on n'a pas vraiment pris du plaisir. Juste pour te couper, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit l'Allemagne, on voit l'Italie, on voit le Portugal, c'est quand même des grandes nations de football, et je trouve que voilà, alors avec différentes raisons. Et peut-être moi je vais vous en évoquer une et je vais me faire fusiller, mais je pense que le Portugal aurait mérité, un petit peu comme l'Espagne, d'aller plus loin. Et je pense que s'il y a une erreur principale à mes yeux, c'est celle du sélectionneur. Je crois que d'avoir maintenu Ronaldo, il s'est flingué la compétition. Et pour moi, c'est ce sélectionneur-là. Alors, je l'avais vu avec les Belges. Il a déjà rien gagné avec une équipe belge que l'on prédisait au summum de son art. Eh ben, je pense qu'il fait la même erreur avec le Portugal. Et malheureusement, d'abord, pour Ronaldo, c'est une mauvaise fin.
Et je pense qu'il a surtout mis en difficulté l'équipe nationale qui avait, à mon avis, la possibilité d'aller plus loin. On l'a vu contre l'équipe de France, Laurent, c'est vrai que le Portugal a fait un très bon match, mais ils n'ont pas réussi à marquer ce but de plus. Le problème de Ronaldo, c'est qu'aujourd'hui, il saute moins haut, il va moins vite, il anticipe moins, tout de moins, quoi. Je veux dire, donc à partir de là, ça lèse un petit peu l'équipe. Alors, je veux bien que tu le fasses démarrer, mais au moins, et l'obligeance devant le spectacle et les possibilités du joueur, de changer, quoi. Je veux dire, moi, ce qui m'a impressionné sur le 8e et le quart de finale, c'est qu'il ne l'a pas sorti, quoi. Mais peut-être la pression aussi, hein. Pression populaire. Ouais, mais à un moment donné, tu es entraîneur, il faut en avoir dans le pantalon. Mais il vient d'arriver. Il vient d'arriver. Oui, mais c'est ça. Oui, mais enfin bon. Alors vrai, tu vas me dire que le dernier sélectionneur, il a sorti Ronaldo, il s'est fait virer. Mais bon, à un moment donné, il faut savoir. Je veux dire, c'était une belle nation, c'est une équipe qui joue au ballon. Il y a de la qualité sur cette équipe-là. Franchement, il aura simplement manqué, je pense, un attaquant qui était de niveau, quoi. Malheureusement. Et je pense que si Ronaldo avait voulu être grand, il aurait dû de lui-même demander à sortir ou peut-être à ne pas jouer du tout. D'un point de vue, après, l'ego des joueurs, ça après, c'est autre chose. C'est pas facile. D'un point de vue technique, Laurent, toi qui suis le football depuis maintenant de nombreuses années, toi qui connais bien évidemment les entraînements, la façon de jouer, est-ce que la direction du football, à part l'Espagne et peut-être le Portugal comme tu l'as dit, est-ce que la direction du football, elle te plaît et est-ce qu'il y a un moment où on va revenir un petit peu en arrière où alors si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, même l'Espagne a évolué. Hein, c'est un jeu de possession, mais ils ont quand même, grâce à ces deux joueurs extérieurs notamment, les deux jeunes, la capacité de travailler en rupture. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si la possibilité se présente d'aller vite, ils ont la capacité d'aller vite. Donc ils ont une variété dans ce jeu-là. Or, les autres équipes, je pense à la France, on veut avoir cette possession de balle, mais malheureusement après dans les petits périmètres, quand on arrive dans les 30 derniers mètres adverses, on n'a pas cette capacité de jeu en mouvement, de jeu à trois, de déplacement, de créativité individuelle ou collective, qui fait qu'en fait, il y a beaucoup d'échecs techniques finalement à l'arrivée. Donc je pense que et souvent l'Espagne a été l'élément qui montre la vérité du football de demain. Eh ben, je crois qu'il faut arriver à maîtriser la possession de balle avec la transition. Quand la possibilité est donnée, d'avoir ces joueurs-là qui ont la vision de cette capacité à savoir soit il faut que je conserve, soit il faut que j'aille vite. Et après avoir les joueurs pour le faire aussi, hein. Donc c'est clair. Et je pense que l'Espagne possédait tout ça. Et est-ce que le fait d'avoir une star dans une équipe, pour l'instant, ça handicape pas une équipe, ça handicape pas une sélection? Alors je pense que tout le monde a mis en avant le collectif de l'Espagne. Ouais. Et c'est vrai que le collectif de l'Espagne, il y a de beaux joueurs, il y a de grands joueurs qui jouent dans des grands clubs, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une personne au-dessus des autres. Et c'est vrai qu'après, si on prend la France, si on prend le Portugal notamment, si on prend l'Angleterre, là ils sont encore même plus nombreux. C'est vrai qu'on se pose on peut se poser la question, mais pour différentes raisons. Moi, je pense sincèrement que la France, le problème a été politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont mal géré les élections en France et qu'il n'y aurait jamais dû avoir ces polémiques sur l'investissement des joueurs sur cette élection politique. On aurait dû interdire. Ils se sont pollués. Et là, je pense que la responsabilité est au président de la fédération et à Didier Deschamps, qui aurait dû, dès le départ, sachant comment aller tourner ces élections, aurait dû mettre un veto complet en disant, nous, on est là pour donner du plaisir aux Français, on est là pour donner à travers le football du plaisir. Aujourd'hui, personne ne parle politique, c'est pas notre domaine. Malheureusement, ils se sont engouffrés là-dedans et je pense que il y a une déperdition d'énergie, il y a une pollution des esprits qui fait que, malheureusement, on n'est pas allé au bout. Et Mike, tu penses également que ça a un peu déconcentré l'équipe de France et ça peut créer des tensions dans le groupe. Enfin, on ne sait pas. Mais alors des tensions dans le groupe, je pense qu'il y en a eu pour ça. Évidemment, il y a aussi le cas Mbappé, Griezmann, le capitana, etc. Ça, on va pas revenir dessus. Moi, ce que j'ai l'impression que j'ai, et Laurent, tu pourras peut-être confirmer ça, c'est que les joueurs surtout, ils en avaient ras les chaussettes, quoi. Ils ont joué toute la saison. Lamine Yamal qui a 16-17 ans, il a joué 60 matchs avec le Barça, plus les matchs avec l'équipe d'Espagne. On va au bout.
beaucoup. On parlait des pré-retraités. Il y avait Toni Kroos en Allemagne, également Pepe au Portugal. Voilà, des joueurs qui ont un certain âge, à qui on demande beaucoup. Est-ce qu'on ne demande pas trop aux joueurs aussi, ne serait-ce que sur le football, quoi, sur le terrain? Oui, on demande beaucoup. En fait, c'est un plaisir, hein, quand tu es footballeur, une compétition comme ça, c'est du plaisir. Après qu'il y ait une fatigue que tu ressens, mais bon, ils ont quand même eu un certain délai de récupération, une nouvelle préparation. Non, moi je pense plus que c'est l'orientation. Je pense qu'il y a eu une orientation pour beaucoup de sélectionneurs qui était. Moi, je pars du principe, gagner, c'est prendre le risque de perdre. Eh ben, je pense que pour beaucoup de sélectionneurs, la première idée, c'était de ne pas perdre. Et non pas de dire gagner, c'est prendre le risque de perdre. C'est-à-dire que pour être créatif, on va prendre des initiatives, on va créer, et effectivement, on peut avoir la conséquence, si l'adversaire est meilleur, de se faire piéger. Mais je pense qu'aujourd'hui, trop d'équipes sont parties sur l'idée je prends pas de but. Donc à partir de là, c'est un gros bloc défensif, c'est une possession de balle, mais il n'y a pas eu la créativité, il n'y a pas eu le jeu offensif, il n'y a pas eu le mouvement, il n'y a pas eu l'intelligence. Il a manqué tout ça à mon avis. Laurent, Aymeric vient de parler de Lamine Yamal. Bon, vous avez quelque chose en commun, c'est que vous avez attaqué tous les deux. Et on n'associe toujours Paga à ton duo. Comment tu l'as vu ce joueur de 16 ans? Alors toi, tu n'étais pas en équipe de France à cet âge-là, mais j'étais légèrement plus. Oui, il a 17 ans, j'avais 18 ans. Ouais, donc c'est kiff. Oui. Mais comment tu l'as perçu ce joueur? Est-ce que par rapport à toi, quand tu débutais, est-ce qu'il y avait t'avais des similitudes? Est-ce que ou les joueurs sont tous les mêmes? Je pense qu'à cet âge-là, tu es, comment dirais-je, tu es un peu dans la folie, quoi. Je veux dire, tu penses à rien d'autre qu'au plaisir d'être sur le terrain, de t'amuser, de jouer. Tu es pas encore envahi, si tu veux, par des tas d'interrogations, des tas de problématiques. Et je pense que là, voilà, il est libre dans sa tête, quoi. J'ai envie de dire, quand tu le vois jouer. Oui. Il s'amuse. Et par moments, moi, je l'ai vu jouer cette année avec le Barça. Et des fois, je me disais, bon, c'est un peu, des fois, et là, je trouve sur les derniers mois, il a progressé. Peut-être le fait d'être en sélection avec des joueurs qui lui ont peut-être fait du bien aussi, hein, qui ont un passé de joueurs de haut niveau. Ça l'a cadré, ça l'a orienté, et je pense qu'aujourd'hui, il est plus mature dans son jeu. Il a une vraie constance. C'est phénoménal. Je veux dire, ce qu'il nous a démontré, c'est vraiment en termes de qualité technique, en termes de vision de jeu, de qualité de dernière passe, les buts qu'il est capable de mettre. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, s'il se grille pas, c'est un prétendant pour beaucoup de choses. Avec ton expérience, tu aurais été sélectionneur de l'Espagne, tu l'aurais fait, tu l'aurais sélectionné, tu l'aurais fait jouer. Enfin, déjà, est-ce que tu l'aurais sélectionné à cet âge-là? Oui, je pense d'abord, il est dans un grand club, hein, il est au FC Barcelone, donc il a fait des matchs de haut niveau, de grandes compétitions. Et après, tu sais, c'est la relation entre des coachs et un joueur. Donc c'est ce que tu perçois au quotidien, c'est ce que tu perçois sur la durée, c'est ce que tu penses qu'il est capable de t'amener, qu'il peut le faire ou ne peut pas le faire. Donc là, je pense qu'il avait toutes les certitudes possibles à travers sa saison au Barcelone. Je pense que le sélectionneur, qui connaît aussi, parce que n'oublions pas le sélectionneur espagnol, était sélectionneur des espoirs, qu'il a fait toute la filière. Ouais, donc il le connaît depuis longtemps. Donc il a vu son évolution, et je pense que s'il l'a sélectionné, c'est qu'il était convaincu que le joueur allait être à la hauteur, oui. Aymeric, on a eu des surprises dans cette Euro. Il y a des équipes que... Enfin, il y a des surprises. On a aimé. Oui, mais il y a la Géorgie qui nous a fait. Juste, voilà, mais voilà, tu parles de surprises. Quelles ont été les surprises, Jérôme? Les équipes qui n'avaient pas de pression. Non, mais qui n'avaient pas de pression. Ah oui. Des équipes qui, je dirais, avec leur potentiel, défendaient, mais quand il fallait attaquer, quoi. Je veux dire, se mettait pas la pression. Et c'est vrai que la Géorgie a été plaisant. La Géorgie a été plaisant à regarder jouer. Il a fait du bon boulot, Sagnol. Hein.
Ouais, bon, en plus il est français, donc c'est intéressant. Et un peu stéphanois aussi. Et c'est vrai que pour une première, je veux dire, c'était la première qualification, c'est le premier championnat qui dispute. Et ben, on a vu une équipe qui était d'abord à la hauteur de l'événement, et puis qui nous a fait plaisir, je veux dire, dans son engagement, dans sa volonté d'aller de l'avant, ça a été plaisant, oui. Et puis pour les autres surprises, il y en a certaines. Ouais, il y a l'Autriche qui termine première de son groupe. On s'est dit à un moment peut-être que les Belges peuvent faire quelque chose, et puis la France a fait son meilleur match de l'Euro contre les Belges, il n'y avait pas photo. Les Belges dès le premier match, on a senti qu'ils n'étaient pas là. Enfin, moi, sur un malentendu, on ne sait pas. Les Suisses. Oui, mais les Suisses. Enfin, je vais juste défendre, parce que je trouve que la Belgique a une équipe qui aurait dû faire beaucoup mieux. Ouais, bon, enfin, dès le premier match, on a senti qu'ils étaient pas... Non, mais je reviens toujours. L'entraîneur, à mon sens, a quand même aussi un peu fauté quand il se focalise sur Lukaku comme attaquant en permanence, et que tu sais que tu as derrière l'ancien joueur de Lens qui a du feu dans les jambes. Ouais. Openda. Voilà, Openda. Ouais. Je veux dire, pourquoi il l'a pas fait jouer? À la limite, tu changes ton organisation et tu joues avec deux attaquants. Je veux dire, si tu veux à tout prix faire jouer un point de fixation, une masse, mais profite de la vitesse d'Openda, profite de la profondeur d'Openda. Enfin, ou fais-le avant, quand tu fais ta préparation à la compétition, pour voir ce que ça peut donner. Mais je trouve c'est comme la France, je trouve qu'ils n'ont pas utilisé toutes leurs armes. Et c'est ça qui est décevant pour une compétition comme ça. Alors ça veut dire comme quoi la France n'a pas utilisé? Comme la France, ils n'ont pas utilisé. Mais non, parce que la France, on n'a pas utilisé. Je vois bien que, si tu veux, on a toujours joué avec ces 3 numéros 6. Pourquoi ne pas jouer avec 4 offensifs? Pourquoi? Non, mais je veux dire, à un moment donné, c'est ce que je dis. Gagner, c'est prendre le risque de perdre. Mais bon, si tu as une bonne ligne de 4 défenseurs, si tu as un bon 6, un bon 8, après, je veux dire, ils ont la capacité à faire des efforts de contre-efforts, mais au moins offensivement, tu auras un élément supplémentaire qui a une technicité de finition, quoi, de dernière passe. Mais si tu joues pour pas perdre, ça veut dire que tu défends, et sur un malentendu, tu marques un but et tu gagnes. Oui, parce que tu te dis, à travers les individualités que j'ai les capacités de pouvoir marquer à tout moment. Au moins un but. Oui, mais bon, voilà, je veux dire. Il y a l'inverse aussi, hein. Si tu joues la défense sur un malentendu, tu prends un but, tu perds, quoi. Exactement. Tu peux pas revenir. Exactement. Et puis surtout, tu es lié à la forme physique de tes joueurs, quoi. Ouais. Peut-être que si Mbappé est à 100%, peut-être alors effectivement que ça peut marcher. Et ça passe contre l'Espagne. Si tu as Griezmann à 100%, peut-être que ça peut marcher. Mais là, quand ils sont pas 100%, quand tu t'appuies pas sur un collectif, malheureusement, à un moment donné, tu le payes. Donc les bonnes surprises, on a dit la Géorgie, l'Autriche. Émeric, toi, qu'est-ce que tu as? La Suisse. Moi, j'ai bien aimé la Suisse. La Suisse a été effectivement. La Suisse a été dans les bonnes surprises, effectivement. Ça évolue bien. Tu connais bien ce championnat suisse, Laurent? Écoute, ça a toujours été au niveau de la formation, de cadres, des jeunes, des sélections de jeunes. C'est un pays qui s'est bien investi là-dessus et qui aujourd'hui. Alors après, c'est vrai que potentiellement la Suisse, c'est pas que des vrais Suisses. Il y a beaucoup de binationalité, si tu veux, dans cette équipe-là. Mais force est de constater, si tu veux, que l'osmose est là, que ça a été plaisant et qu'aujourd'hui, c'est une nation sur laquelle tu peux compter, je dirais, dans ces championnats-là, parce que ça défend bien, parce que ça attaque, parce que. Alors eux, ils sont un peu plus sujets, si tu veux, à la découverte de talents chaque année, parce que sur le volume, ils sont pas, il y a pas 2 millions de licenciés en Suisse. Donc après, il faut tomber sur des joueurs qui ont du talent. Mais là, je dirais que cette génération-là, elle a potentiellement, elle peut aller loin dans les compétitions internationales. Bon, Laurent, on est pas mal. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter? On y reviendra dans les prochaines. On pourra revenir sur les prochaines émissions si on a des sujets et des idées qu'on n'a pas évoqués aujourd'hui. Émeric, oui, après les flops. L'Italie, évidemment l'Italie, mais c'est vrai que leur élimination, elle a surpris personne et voilà, il y a pas de déception. C'est plus qu'un flop. C'est plus qu'un flop, Émeric. C'est quand même une nation de football. Ouais. C'est champion en titre. Non, mais je veux dire, c'est le football italien, ça a toujours représenté ce qui se faisait de mieux. Et aujourd'hui, mais je veux dire, les voir jouer, c'est une purge, quoi. Ah oui. Une purge. Alors je sais pas, il y a certainement
la nation footballistique italienne a certainement comment dirais-je, une réflexion à avoir, mais c'est pas possible qu'un pays comme ça ne puisse pas avoir des générations de joueurs qui soient à la hauteur de ce pays-là, quoi. Ah, c'est sûr, ils ont failli être les seuls à pas être battus par les Espagnols, parce qu'ils ont failli arracher le 0-0 avec un jeu affligeant, mais bon, il y avait rien. Ils auraient pu ne pas passer les poules, ça aurait choqué personne, voilà. Attention au qualif pour le mondial, hein, parce que c'est vrai qu'ils étaient passés à travers, ils en ont loupé quelques-uns déjà. Ouais, donc ça fait un petit moment qu'en Italie il y a un problème sur l'équipe nationale. Voilà. Puis les Allemands, on en parlait dans les précédentes émissions. C'est vrai que ils sont bien remontés. Ils sont malheureusement tombés contre l'Espagne. Ouais. Ils sont tombés avec les armes à la main. Hein. Magnifique quart de finale. Ouais, c'était ça. Les Allemands auraient mérité aussi d'aller un peu plus loin s'ils avaient été dans l'autre partie de tableau, peut-être. Ouais, je pense, et ça c'est mon point de vue, je pense qu'il leur a manqué un grand attaquant. Voilà. Je pense que s'il avait eu, parce que Avest, c'est un joueur qui est technique, qui est fin, tout ce que tu veux, mais qui est pas dans le combat, qui est pas dans la lutte, qui est pas dans la comment dirais-je, la perception de la fouine, tu sais, d'anticiper, de couper une trajectoire, de sentir le coup de l'attaque. Quoi. Je pense qu'il ne l'avait pas. Et je pense que c'est ce qui a manqué à l'Allemagne, et que s'ils avaient eu vraiment un attaquant de niveau international, je pense que l'Allemagne aurait pu prétendre à beaucoup mieux. Allez, on va clore le chapitre Euro, comme on l'avait dit. Bon, on n'a pas trop parlé de l'équipe de France. De toute façon, dans tous les médias, on en a parlé. On pourra en parler dans les futures semaines. Mais on avait envie de parler de l'Euro en général. On a parlé un petit peu de tactique. On a parlé de préparation. Voilà. On y reviendra quand même. On se refera un petit point. Puis il y aura d'autres informations qui vont nous venir de toute façon au fur et à mesure sur la vie du groupe dans différentes nations. Sans plus attendre, eh bien, jingle, et on va parler de, là aussi, sujet qui fâche ou pas, je ne sais pas. On va parler de Ligue 1. La Ligue 1. Alors déjà, qui va payer 40 € pour regarder la Ligue 1? Alors pas moi déjà, je vais 40 € pour regarder de la Ligue 1. Surtout quand on a déjà les abonnements Beansport. Bah ouais, parce que t'as Beansport. La Ligue 2, ça sera sur Beansport. T'auras un match sur Bean. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Je pense qu'ils sont. Oui, puis sur Bean, tu auras que le Paris Saint-Germain. En plus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ça a été un feuilleton incroyable pendant tout cet été, mais effectivement, ça fait longtemps que ça dure. J'ai regardé un peu l'évolution des droits télé. Il y a eu la lutte, la bataille pour toujours gagner plus, chaque année gagner plus. On a vu l'arrivée de TPS au début des années 2000. Après, c'est Orange qui est rentré dans la danse. Bein Sport, milieu des années 2010. Ensuite, le fiasco Mediapro. Là, ça a été incroyable. Mediapro, où beaucoup de patrons de foot français se sont mis Canal+ à dos en disant voilà, c'est génial. Enfin, on met Canal+ dehors. Il faut du sang neuf. Et puis après, c'est Amazon. Maintenant, on va être sur Dazen. On a failli avoir la plateforme Warner Bros Discovery. Il y a énormément de nouveaux opérateurs qui arrivent, qui viennent faire un coup marketing une saison ou deux, et puis qui derrière font pas de suivi. Et Canal+, au bout d'un moment, ils en ont marre, ils s'en vont. Et eux qui ont sauvé le foot français à l'époque du Covid, se retrouvent entre guillemets d'un nom de la farce. Alors peut-être que c'est aujourd'hui ils vont s'y retrouver, mais ceux qui sont vraiment le dindon de la farce, on l'a dit, c'est les consommateurs, c'est les spectateurs, les téléspectateurs qui payent de plus en plus cher. Et les clubs évidemment. Les clubs sont responsables. Dans le budget de chaque club, la partie droit de télévision, les clubs ils ont leur part de responsabilité. Les clubs ils ont leur part de responsabilité, alors que effectivement. Les téléspectateurs un peu moins. Laurent, quand tu étais coach à Saint-Etienne, coach de Ligue 1, les droits télé, enfin l'argent, tout ça avec les présidents, ça faisait partie de discussions que tu avais ou tu le savais? Non, pas du tout. Ni le montant à l'arrivée, ça je dirais c'est dans la responsabilité de la gestion d'un club. Après, ce que je te dis, c'est que la part droit télé est importante, je dirais aujourd'hui dans un budget, c'est 50, 60, même pour certains clubs un peu pour plus. Pour certains clubs, c'est plus de la moitié, ouais, effectivement. Tu vois, non, mais je veux dire ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien ce qui se passe, hein. Il y a très peu de mouvements, il y a très peu de transferts, il y a très peu de tout. Et je dirais au-delà de ça, tu entends des présidents qui parlent peut-être de mettre la clé sous la porte. Alors, Lens, on a parlé de dépôt de bilan pour Lens, qui est quand même un club historique. Dirais, même Montpellier, oui. Si tu veux. Donc, voilà, je dirais, c'est un peu gênant quand tu prépares une saison et que tu as cette problématique-là.
parce que on ne sait pas comment elle va se régler quand même, hein, parce que là, même s'il y a une solution très ponctuelle, j'ai vu Textor à Lyon, il commençait à grincer un peu des dents. Bah lui, il vend tout, il vend son stade, ça son il a des bijoux de famille, mais ouais. C'est compliqué. Alors effectivement, après, ce qui s'est passé avec Canal. C'est sûr qu'il n'y a pas de reconnaissance vis-à-vis des investissements de Canal dès le départ et puis par la suite. C'est sûr que tu te les as mis à dos, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est vrai que de rêver aux droits de télé qu'à l'Angleterre, c'était peut-être une utopie. Vouloir le milliard. Donc, comme tu dis, la responsabilité des présidents, elle est énorme. Voilà, c'est difficile, mais bon, comme tu dis, nous qui sommes spectateurs, téléspectateurs, malheureusement, ça rejaillit sur nous essentiellement, et c'est un petit peu inquiétant. Non, mais en plus, payer ce prix-là, payer ce prix-là pour en plus la qualité, qu'est-ce qu'on va avoir comme qualité de jeu? C'est ça la question. On vient d'en parler avec l'Euro, où la qualité de jeu à part l'Espagne. Je veux dire, si c'est pour juste regarder les matchs du PSG, si ça joue bien avec le PSG, et encore. Si c'est pour, à bout de 45 minutes, changer de chaîne, zapper, c'est sûr que ça fera cher. Ça fera cher il y a un autre souci aussi, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le modèle économique français, c'est former des joueurs et les vendre très cher aux Anglais qui ont des gros droits TV. À un moment, faut choisir. C'est soit on a des gros droits TV parce qu'on a les meilleures stars chez nous, soit on en a un petit peu moins, mais on compense en vendant très cher nos joueurs à ceux qui gagnent beaucoup d'argent. N'oublions pas quand même, quand on parle de droits télé, on avait Neymar, Messi, Mbappé, on n'en a plus, hein. C'est ça. C'est-à-dire pour l'image, pour la vendre à l'extérieur, pour le truc. Aujourd'hui, tu as plus. Donc à un moment donné, on a pensé qu'en amenant des stars, ça pouvait. Et puis à l'arrivée, les stars elles partent et puis tu te retrouves en grande difficulté. Le milliard, tu t'aurais pu l'avoir si tu avais continué à avoir des voilà, stars. Exactement. Tu gardes ces trois-là et puis tu en amènes encore 2 ou 3. Effectivement, notamment tes droits à l'extérieur, à l'international, t'aurais pu prétendre. Mais là, franchement. Et Brick, on a quoi comme grande star cette saison? Alexandre Lacazette qui a joué fait les Jeux Olympiques. Dembélé au Paris Saint-Germain. Et puis c'est pas ça qui va te faire vendre des abonnements. Non. C'est sûr. Mais est-ce qu'on peut jouer au foot avec moins d'argent? Bien sûr. Il y a plein de championnats, je pense. Moi, je dis, c'est exactement. Non, mais tu peux jouer. Le problème, c'est quand il y a plus d'argent, il faut avoir des idées. Pour avoir des idées, il faut avoir des hommes qui ont des idées. Donc je dirais, voilà, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de réflexion. Je dirais aujourd'hui, malheureusement, je pense que le football, il est un petit peu, il reste, je dirais, dans une relation très très relationnelle, très copinage. C'est peut-être avec des personnes pour pas aller plus loin. Je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont des idées, qui peuvent amener des nouveautés, mais forcément, ça changera de ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont pas des gens qui sont bien vus aujourd'hui dans ce cercle-là. Mais il faut peut-être des gens comme toi, Laurent, tu as plein d'idées en tête. Il va peut-être falloir un peu vous rassembler. Il n'y a pas que moi, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et peut-être vous rassembler et qui sont sur la touche. Qui sont sur la touche. Oui, mais le problème, c'est qu'à partir de là, c'est que tu vas avoir, je dirais, de la force. Tu veux que tes idées, elles soient mises en valeur et prouver qu'elles puissent aboutir. Malheureusement, il y a un domaine qui régule tout aujourd'hui, c'est l'argent. L'argent, c'est le transfert, c'est les agents et ce petit business-là qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des idées, mais que tu veux pas rentrer dans ce business-là, t'es écarté, t'es plus là. On n'a plus besoin de toi. Mais paradoxalement, c'est vrai que la saison dernière, en Ligue 1, on a vu des records d'affluence dans les tribunes. Donc il y a un public qui revient, il y a des gens qui ont envie de voir du foot, qui aiment le foot. Donc il y a peut-être une dynamique à suivre pour essayer de changer un peu le foot français. On en parlait dans certaines émissions. En Coupe d'Europe, les équipes françaises perdent souvent, alors que des petits pays, des plus petits pays de foot arrivent beaucoup plus loin que nous. Il y a quelque chose à regarder, quoi. Il y a quelque chose à réfléchir. Ouais, certainement. Mais je te dis, ça passe aussi par un changement d'hommes, changement de personnes qui ont des idées, qui puissent les mettre en place, leur laisser un petit peu le temps. Peut-être effectivement que l'argent soit pas non plus le nerf de la guerre, pas exclusivement le nerf de la guerre. Et puis voilà oui, je pense qu'il
Il y en a qui disent en politique, il faut un nouveau logiciel. Peut-être qu'en football, il faudrait également un nouveau logiciel. Ouais. Peut-être. Basé sur le jeu et tu l'as dit le plaisir parce que c'est un sport avant tout. Et la formation est bonne et je pense qu'il y a ce lien entre la formation et les équipes une, l'argent. Tu as raison. On a tout pour réussir. Hein, de toute façon, on a les jeunes, on a le football, on a la formation. On a les infrastructures. On a tout. Ah oui, ouais, tout. La France a tout. La France a tout. Il y a tout pour devenir l'histoire, une des meilleures nations de. Bon, voilà. Donc les droits télé, de toute façon, on en reparlera. On regardera un petit peu ce que ça donne. On verra un petit peu les diffusions. On verra alors l'audimat, je ne sais pas si on les aura, les audimats. Est-ce qu'on aura déjà une première journée qui sera diffusée? Normalement, oui, puisque là, c'est le 18 août, c'est ça? Ouais, ça c'est pour d'être signé. Ouais. Et avant de terminer la Ligue 1, on a une petite pensée pour Bordeaux parce que là aussi Bordeaux c'est mal barré. Parce que le repreneur américain, c'est ça, s'est rétracté et Lopez. Et là c'est grave. Ouais, là c'est grave. Là, je pense aux copains bordelais et si ça dépose, c'est un peu comme quand Strasbourg avait déposé. Donc c'est des grands clubs. C'est ça l'espoir. Hein. C'est l'exemple de Strasbourg. Il y a eu Toulouse aussi, Sedan dans une moindre mesure parce que Sedan ils sont toujours pas remontés tout en haut. Mais les grands clubs. Des grands clubs. Reims qui est revenu plusieurs dizaines d'années après. Enfin bon, Bordeaux doit pas mourir, ça c'est sûr. C'est quand même malheureux, mais bon. C'est quand même malheureux qu'à Bordeaux, ils n'arrivent pas non plus à faire un consensus de tous ces entrepreneurs. C'était une. Mais il y a eu beaucoup d'argent dépensé. Il y a un gros trou. C'est ça. Le déficit est déjà avant de démarrer. Aujourd'hui, tu veux bien aller aider, mais si c'est pour éponger un trou, une dette. Voilà, les investisseurs, ils sont pas fous non plus. Hein. Ouais, donc on a une pensée pour nos copains bordelais, courage et puis on espère qu'ils vont trouver une solution. Ils vont trouver une solution. Allez, là aussi on reparlera de la Ligue 1 lors de notre la Ligue 1 et la Ligue 2 lors de notre prochain rendez-vous. Jingle et on va terminer avec les Jeux Olympiques. Ah, les Jeux. Allez, tout de suite. Bon, les Jeux, ça se baigne dans la Seine. Hein. On a dépensé plus d'un milliard pour se baigner avec une grosse combinaison. Je ne m'y risquerai pas personnellement. Voilà, 1,4 milliard pour se baigner dans la Seine. On attend toujours Madame le Maire. Et Madame la ministre, elle a plongé, mais avec vraiment une combinaison intégrale. Ah, mais elle est en soins intensifs depuis 2 semaines maintenant. Ah ouais, non, mais ils sont fous. Enfin bon, basta. 1,4 milliard pour se baigner dans la Seine. C'est terrible. Surtout dans la situation. C'est un bon combat, hein, de nettoyer la Seine. C'est un bon combat, mais effectivement, c'est un bon combat, mais bon. Il faut le faire. Avant, ils auraient pu commencer. J'espère que ce 1,4 milliard ne sert pas que pour les Jeux Olympiques, que ça va servir pour les années futures. Enfin, il faut l'espérer aussi. C'est pas juste un one shot. Bon, allez, on va parler football. Donc, tu le disais, Émeric, ça commence le 24. Ouais, donc c'est bientôt avec deux équipes de France qui peuvent tirer leur épingle du jeu. Thierry Henry pour l'équipe masculine a réussi à tirer pas mal de bons joueurs, notamment les Lyonnais, Cherki et Lacazette, avec des matchs de préparation. Il y a des buts, il y a du festival. Voilà. Les filles, viennent de perdre un match de qualification pour l'Euro, mais qui comptait pour du beurre. Donc on va dire qu'on va pas s'alarmer aujourd'hui. Voilà, on va suivre ces équipes-là, puis en espérant voir du bon football déjà, peut-être avec une fraîcheur meilleure que dans l'Euro, et puis voir les Bleus au plus haut. On peut être surpris, Laurent, parce que c'est vrai qu'on termine avec un Euro qui était pas terrible, et on peut avoir un tournoi olympique, que ça soit masculin ou féminin, où ça va être assez sympa. Oui. Sincèrement, je vais vous donner mon avis. Les Jeux Olympiques, je les attends, mais pas au niveau du football. Oui, c'est sûr. Non, je veux dire, je suis un sportif dans l'âme. Je suis un vrai compétiteur. Je suis un vrai sportif. J'ai mes frères et sœurs qui ont été des athlètes de haut niveau. Et c'est difficile pour moi d'avoir vu arriver, si tu veux, les sports professionnels dans le giron olympique. Voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc effectivement, il y a cette compétition-là, c'est bien. Mais je préférais tellement, même quand le foot s'est représenté par des joueurs regarde, amateurs. Tu dis ça, mais le hand sont professionnels et on est content de voir du hand aux Jeux Olympiques. Le basket aussi. On a connu le hand essentiellement avec les Jeux Olympiques, ouais. C'est vrai, mais je reste nostalgique, si tu veux, du monde olympique qui était le monde amateur. Ouais. Voilà, je suis resté. Alors, comme tu me dis, maintenant tout est devenu professionnel parce que même les athlètes, quand je regarde l'athlétisme, c'est tout des professionnels, hein, ils vivent. Donc c'est vrai. Mais j'ai cette nostalgie au fond de moi qui est toujours là. Donc le football, je vais le regarder, bien entendu.
Oui, mais Laurent, c'est peut-être l'évolution du football, parce que moi, je me rappelle qu'en 84, quand mais ça me fera pas vibrer. Quand l'équipe de France gagne les Jeux Olympiques, on pense à cette équipe de 84, ou quand on regardait les espoirs avec Paille, avec Cantona, on avait envie de les suivre. Ben non, moi non, je les ai pas suivis. Moi, étant jeune, j'adorais ces équipes. Je les ai pas suivis. Je pourrais même pas te dire peut-être que je peux te donner 5 ou 6 noms parce qu'il y a des gens autour de moi qui ont joué comme Jean-Louis Zanon et d'autres. Mais voilà, je dirais qu'à l'époque, c'est moi, en tout cas, le football, je vais suivre les Jeux Olympiques. Je les attends avec impatience dans d'autres activités, dans d'autres disciplines. Mais le football me fera pas rêver. Donc voilà ce que je peux dire sur le football. Après, je pense qu'effectivement, ça peut aller loin. Alors garçon, tu parles peut-être alors pour le tournoi garçon, parce que pour les filles c'est différent quand même, parce que pour les filles c'est quand même il y a pas de, enfin si il y a un euro, mais c'est un tournoi majeur quand même. Mais c'est une évolution. Effectivement, ça permet aux filles, si tu veux, d'avoir une compétition supplémentaire. Ouais. Et je pense que pour le football féminin, ça permet une connaissance, une prise de conscience. Une prise de conscience dans le développement. Je pense que oui, c'est un plus. Le football féminin, effectivement, peut être associé à une évolution favorable pour le foot féminin. Ça, et est-ce que ta réaction, elle est telle parce qu'on vient de finir l'Euro aussi? On vient de finir l'Euro, on enchaîne avec les Jeux. Les Jeux Olympiques seraient pas la même année que l'Euro. On aurait peut-être aussi une équipe de France avec de plus grands joueurs et on s'y intéresserait peut-être un peu plus. Même oui, pas je sais pas. Oui, franchement, j'ai pas d'idée là-dessus. Les stades sont pas pleins. Sincèrement, si tu me poses, je suis joueur de football, entraîneur de football. Si tu me demandes quels sont les joueurs retenus pour la sélection olympique, je suis incapable. Bon, tu m'as parlé de Lacazette parce que c'est le plus connu. Oui. Mais je suis incapable de te donner des noms. Est-ce que toi, t'aurais libéré des joueurs? Tiens, t'es entraîneur, t'as des joueurs, tu dis oui ou tu dis non? T'as le choix, tu dis oui en sachant il faut préparer une saison de Ligue 1 tout de suite derrière. Moi, j'aurais eu tendance à te dire non. Ouais. J'aurais eu tendance parce que je te dis, j'aurais préféré à des joueurs qui sont peut-être pas de D1, mais en plus quand tu prends les meilleurs joueurs de D1 qui ne sont pas internationaux c'est quand même des joueurs qui vont peut-être avoir la Coupe d'Europe, qui vont revenir en équipe de France, on revient quand aujourd'hui tu fais moi j'ai fait 65 matchs dans l'année. C'est lourd, hein. C'est lourd. Donc aujourd'hui, ils sont plutôt entre 60, 70 pour ceux qui vont dans toutes les compétitions. Je comprends que les clubs, si tu veux, qui sont les payeurs aussi, parce qu'il y a quand même malgré tout aussi un risque de blessure potentielle, que les clubs soient un peu allergiques à libérer leurs joueurs. Ouais, déjà qu'il y a des fenêtres internationales qui sont bien remplies, ça c'est hors fenêtre internationale officielle. C'est pas une date FIFA, oui, mais tu sais comment il y a de nouvelles compétitions qui sont créées. Enfin, on essaie toujours d'en mettre de plus en plus. Et les joueurs, ce ne sont pas des machines, ce ne sont pas des robots. Tu les programmes pas le jour J. Donc, je pense qu'il va y avoir très rapidement, à mon sens, on va le voir, je pense, dans les années très rapides. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience et qu'il va y avoir une révolte des joueurs, à mon sens, parce qu'on ne peut pas, on peut pas continuer sur ce rythme-là. Ce ne sont pas des machines. La révolte des joueurs ou des téléspectateurs aussi qui vont arrêter de payer. Après, on revient. Trop de foot à la télé. Je dirais, trop de foot, trop de télé. Tu payes des abonnements. Si tu prends pas ton pied devant la télé, s'il n'y a pas un plaisir, s'il n'y a pas une émotion, comme tu dis, américain, mon abonnement, je vais le résilier et puis j'irai voir autre chose. Hein. Vous savez, dans les discussions, quand on parle de l'AS Saint-Etienne 76 ou même de Marseille quand ils sont champions d'Europe, il n'y a pas beaucoup de télévision, il n'y a pas beaucoup de foot à la télé. Marseille un tout petit peu plus, mais il n'y a pas beaucoup de foot à la télé. L'équipe de France, elle est un peu moyenne. Donc c'était en clair. Le public, c'était en clair. Tout le monde pouvait voir les. Et le public, eh bien, c'est rallié à ces deux équipes. C'était un peu leur équipe nationale. Donc, et comme tu le dis, c'est pas en clair. Alors nous, on a la chance de pouvoir se payer des abonnements, donc on a l'impression que tout le monde regarde le football. Mais il faut se dire qu'il y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer Canal. Il y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens de se payer beIN Sport et ils ne regardent que les matchs en clair quand c'est sur France Télévisions, des matchs de Coupe de France. Et c'est vrai que nous, on a la chance de pouvoir regarder le foot toute l'année parce qu'on peut se payer un abonnement, mais il faut penser à ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est vrai que eux n'en voient pas beaucoup et du coup, ils se détachent encore plus du football. Je pense. Tu as tout résumé. Oui, tu as résumé. Ouais, il faut y penser. C'est vrai que voilà.
Les Jeux Olympiques, de toute façon, il faudrait quand même un peu regarder, Laurent, puisque si on fait une émission pour. Ah non, mais je regarde. Non, mais je regarde. Oui, il y aura moins d'intérêt que l'Euro. Ça me passionne pas. Mais les autres disciplines, je vais regarder le hand, le basket, l'athlétisme, le judo, la gymnastique, la natation. Non, je me passionne pour ces sports-là. Bon, on en parlera. On parlera du football et on parlera de l'ensemble. Aymeric, quelque chose à rajouter? L'émission était un peu longue. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. On a fait cette petite pause, mais on va reprendre après un rythme. Même si c'est l'été, on reprendra un rythme un petit peu régulier. À ajouter, non, c'est vrai qu'on va suivre ces JO. On attend avec impatience le retour de la Ligue 1 le 18 août. Sur quelle chaîne, ça, on verra, dans quelles conditions on verra, mais voilà, on va essayer de suivre ce beau championnat de Ligue 1 avec des équipes qui, renforcées ou non, seront sur le terrain avec des beaux maillots et du public dans les stades. Ça va nous faire plaisir. Voilà, donc on aura des invités. On l'avait annoncé au début, donc vous l'avez compris, on a un peu posé le décor lors de ces tout premiers épisodes. Et en septembre, il y aura quelques améliorations, il y aura quelques surprises et on fera notre liste d'invités. Laurent, je crois que tu as commencé à établir une liste de copains, on aura quelques de joueurs, ouais, tout à fait, voilà, des anciens joueurs que tu as entraînés, qui sont à la retraite. On pourra avoir des présidents, on rentrera dans le débat. Ça, ce sera en septembre. Mais avant cela, on va continuer notre rythme de croisière. On parlera des Jeux Olympiques. On regarde. Voilà, les Jeux Olympiques, la préparation de la Ligue 1. Merci beaucoup, merci les copains, merci les garçons. On va se donner rendez-vous bien pour le prochain numéro de la Team Rousset. En attendant, bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si ça arrive, profitez-en dans les futures semaines. Et bons Jeux Olympiques. On vous embrasse. Salut Jérôme. Salut Laurent. Salut tout le monde. Ciao.